Bonjour à tous. Alors dans cette séquence, vous avez pu découvrir les pédagogies actives versus les pédagogies traditionnelles avec des focus notamment sur l'approche par compétences, le learning by doing ou la pédagogie de projet et le radical learning. Et c'est dans le cadre de ce focus que nous avons invité aujourd'hui un expert, le docteur Clément Duhard. Alors Clément, selon vous, quelle est la définition du radical learning ? Ça va très mal commencer puisqu'il n'y a à mon sens pas de définition du radical learning. En fait, c'est même une approche à l'antithèse de ce qui se fait traditionnellement. On a souvent pensé le rapport du sachant et de l'apprenant. On a essayé de définir des schémas pédagogiques, des théories de l'apprentissage, mais on a un peu oublié que chaque individu est unique. Et que chaque individu, aujourd'hui, demande de plus en plus d'engagement et de plus en plus volontaire. Il n'est plus dans une situation de passivité, de réception de l'information. Il veut avoir de l'impact sur les autres et sur lui-même. Donc le radical learning, c'est de revenir à quelque chose de radical, d'originel, repartir de l'individu et de lui emmener tout l'écosystème nécessaire au processus d'apprentissage qui va être a fortiori personnalisé. Alors Clément, en tant que responsable du DVIC, vous mettez en place le radical learning dans vos classes. De quel constat êtes-vous parti et pourquoi est-ce que vous mettez en place cette nouvelle technique de pédagogie au DVIC? Alors le constat est beaucoup plus ancien que ça. En fait, quand je suis venu, je rentre en France depuis Boston, je visitais les différentes écoles d'ingénieurs et j'ai rencontré différents étudiants qui ne venaient plus à l'école. Et paradoxalement, ils étaient les meilleurs étudiants. Et donc la tristesse de cette histoire, c'est qu'en fait, on a tous nos bons étudiants qui sont à l'extérieur et qui laissent tous leurs camarades en fait, dans des salles de cours, alors qu'ils pourraient les nourrir au quotidien. Donc toute la question était comment est-ce qu'on ramène ces étudiants au sein de nos murs. Et c'est comme ça qu'est né le DVIC. C'était des étudiants, leur faire prendre conscience qu'ensemble, ils pouvaient mieux apprendre, non pas parce qu'il y avait un prof, mais parce qu'il y avait un cadre, parce qu'il y avait un écosystème, et que par ce partage, ils pouvaient s'enrichir et enrichir les autres. Alors Clément, comment avez-vous mis en place le radical learning d'un point de vue pratique dans vos classes? Quelle est la démarche et les différentes étapes par lesquelles passer pour proposer du radical learning dans une classe? Alors d'abord, pour faire du radical learning, il faut établir une culture. Il faut qu'il y ait une culture de classe. Il faut que les étudiants aient envie d'apprendre ensemble par l'expérience. Donc il y a plusieurs niveaux. Ce qui se met d'ailleurs en entreprise, les séminaires d'intégration, même auprès de nos étudiants, c'est quelque chose de fondamental qu'on a mis en place. Et je vais prendre quelques secondes pour vous présenter ce qu'on a mis en place pour comprendre la suite. On les a emmenés à un séminaire qui s'appelle Bootcamp Colibri. On les a emmenés à Fontainebleau et on leur a demandé de retrouver différents équipements qu'on avait cachés en forêt. Donc ils ont dû apprendre à s'auto-organiser, à faire une chasse au trésor. Et avec ces différents équipements, fabriquer des antennes satellites pour capter des signaux et faire des selfies de la Terre. Alors ce qui était intéressant dans cet exercice, il y a bien sûr l'activité en elle-même, le travail collaboratif, etc. Mais surtout ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont dû apprendre à partager des tournevis ensemble. Ils étaient 25 étudiants, 2 tournevis pendant 4 jours. Et en fait, petit à petit, ils se sont rendus compte que les tournevis passaient de la cuisine à une autre pièce et on va son temps la chercher. Et en fait, ils ont appris à vivre ensemble. Et c'est le prélude en fait à toute construction d'un groupe. Et donc ce séminaire a permis en fait les étudiants de se consolider, d'apprendre à travailler ensemble et à avoir de la civilité. Au quotidien, les étudiants vivent dans une même pièce. Donc ils ne passent pas d'une salle à l'autre, c'est leur maison. Ils apprennent à travailler ensemble et les cours sont organisés tout le temps en 3 phases. La première phase, c'est la mise en expérimentation. On appelle ça le conditionnement. Ils découvrent une matière, ils ne connaissent rien à cette matière, mais on va leur demander de fabriquer un pont. Bien sûr, ils n'ont pas eu les apports théoriques, donc il y a peu de chances qu'ils réussissent. Et même s'ils réussissent, le pont ne sera a priori pas très solide. Mais en tout cas, ça a permis de mobiliser leur attention et leur compréhension du sujet, ce qui fait que quand on fait la deuxième phase de l'apport théorique, leur cerveau est déjà prêt à réceptionner l'information. Ils attendent en fait l'information qui leur a fait défaut par le passé. Et arrive la troisième phase, où là, c'est la mise en pratique traditionnelle. Et là, tout d'un coup, ils sont beaucoup plus aptes à mettre en application la théorie vue précédemment. Donc pour résumer, il y a juste une étape préliminaire par rapport au schéma traditionnel qui est en fait la mise en condition de l'étudiant pour apprendre. Dans ces différentes phases, quel est le rôle de l'enseignant? Est-ce qu'il change? Alors l'enseignant dans ce modèle-là est avant tout un mentor. Il est là, il incarne quelqu'un, il incarne en fait une façon de travailler. Et c'est pour ça qu'au final, dans ce modèle-là, c'est les étudiants qui choisissent leur enseignant, puisqu'il doit y avoir un rapport d'affinité, un rapport de confiance, pour que l'étudiant ait confiance en la méthode apportée par l'enseignant. Le job de l'enseignant, c'est d'apporter les ressources aux étudiants. Donc aujourd'hui, les ressources sont sur Internet, sont dans les livres, sont dans la méthode,
sont dans la civilité. Un enseignant, il est maintenant un animateur dans un groupe. Et en fait, c'est le rôle de l'enseignant a diamétralement changé. Et bien sûr que c'est toujours le sachant, mais il n'est plus là pour distiller du savoir, il est là pour faire découvrir le savoir aux étudiants. Quels sont les bénéfices ou avantages de ce type de pédagogie versus les pédagogies traditionnelles? L'intérêt principal, c'est l'engagement étudiant. C'est-à-dire l'étudiant n'est plus passif, il devient acteur de son propre schéma d'apprentissage. Et ça, c'est la grande différence. Parce que traditionnellement, on a un enseignant qui a planifié un schéma pédagogique avec une succession d'enseignements. Mais les enseignements ne sont pas assimilés par chaque individu de la même façon et dans le même ordre. Dans ce modèle-là, chaque étudiant part de son point de départ, et c'est là la grande différence. Et c'est lui qui va construire, avec les ressources mises à sa disposition, son propre schéma d'enseignement. Est-ce que certains apprenants vont avoir plus de difficultés que d'autres à se faire à ce type de pédagogie? Alors, l'une des grosses difficultés dans ce modèle-là, c'est le passage à l'échelle. Puisqu'on va personnaliser l'enseignement, chaque enseignant va accompagner des individus. Et donc, a fortiori, il faut qu'il connaisse ces individus et qu'il y consacre du temps. Et donc, c'est la grande difficulté, elle est de passer d'un effet de massification de l'enseignement, qui est souhaitable. On veut de plus en plus pouvoir transmettre du savoir et aider le plus grand nombre d'individus à se développer, tout en assurant une personnalisation au niveau des individus. Et ça va demander un grand changement au niveau des institutions et de revenir à des modèles de structure de petits groupes, de rapports d'enseignants. Et comment est-ce que vous pouvez accompagner justement des apprenants qui vont être en difficulté sur ce type de pédagogie? Est-ce que vous allez leur proposer du coaching personnalisé, un accompagnement spécifique, ou est-ce que vous considérez que parce qu'il fait partie du groupe et que vous avez généré cette acculturation au groupe de votre première phase de Radical Learning, c'est suffisant pour lui pour se développer dans ce nouvel écosystème? A fortiori, le groupe est le premier enseignant. Parce que tout l'intérêt de fonctionner en groupe, c'est qu'un étudiant en difficulté qui travaille avec ses camarades vont naturellement l'aider et tendre à lui expliquer. Et comme disait Joubert, enseigner, c'est apprendre deux fois. Donc chaque étudiant qui enseigne à un autre étudiant, c'est un futur enseignant. Est-ce que vous voyez plus de résultats dans l'apprentissage, dans la maîtrise de compétences, suite à la mise en place de projets en Radical Learning ou d'acquisition de compétences via le Radical Learning que via des méthodes plus traditionnelles? Le premier facteur impactant, c'est la satisfaction étudiante. Parce que les étudiants, quand ils commencent par une mise en pratique, ils se voient face à leurs difficultés. Et quand la dernière phase, c'est une remise en pratique de leurs connaissances assimilées, ils voient la progression. Et ça, c'est quelque chose de très tangible qui permet aux étudiants de prendre connaissance de leur progression. Et c'est mine de rien pas quelque chose de toujours évident dans les modèles d'enseignement traditionnels où on a un examen, mais on ne se rend pas compte de si on avait fait cet examen avant les connaissances assimilées. Un autre facteur important est par la conduite d'un projet concret. À la fin, on a un projet concret qu'on peut montrer à ses parents, à ses amis, qu'on peut poursuivre, ramener chez soi. Et ça aussi, c'est quelque chose qui assure une satisfaction dans le temps de pouvoir concrètement matérialiser son cursus scolaire. Alors, est-ce que le Radical Learning s'adapte plus facilement à certaines matières qu'à d'autres? Ou à l'acquisition de certaines compétences plus qu'à d'autres? A priori, le Radical Learning peut se généraliser à peu près toutes les matières. La question est comment est-ce qu'on l'instancie. Il y a des façons de voir qui sont très évidentes. Par exemple, quand il s'agit d'un cours de mécanique, on peut très bien faire fabriquer un pont à des étudiants pour leur faire comprendre ce que c'est que les notions de force, de structure, et pour après leur apporter du contenu théorique. Pour des sujets de type sociologique, par exemple, on peut imaginer des mises en scénario, avec des acteurs, etc., qui pourraient illustrer la scène. À chaque fois, il y a une façon de mettre en application les connaissances, parce que les connaissances sont construites à partir du monde tangible, du monde réel. La question, c'est comment est-ce qu'on repasse de la théorie à la pratique, et c'est peut-être ça qui manque et qui produit cette perte de sens auprès de nos étudiants pour l'enseignement supérieur. Quelles recommandations ou conseils est-ce que vous pourriez donner aux enseignants qui souhaiteraient se lancer dans la mise en place d'un projet en Radical Learning? Je pense qu'il faut partir de l'objectif pédagogique. Il faut se poser la question, quelle est la compétence qu'on veut transmettre? Et à partir de cette compétence, de l'illustrer dans quelque chose de concret. Concrètement, qu'est-ce que les étudiants doivent être capables de faire à la fin de ce cours? Et bien partir de cet objet-là, ce logiciel, cette compétence sociale, cette compétence technique, et leur demander de la faire au jour 1.
Et à partir de là, réfléchir pour le deuxième cours, ok, qu'est-ce qui leur a manqué pour y arriver et construire sa base théorique à partir de cette première expérience. Donc le Radical Learning, c'est une approche constructionniste qu'on peut apparenter à Papert-Seymour du MIT Media Lab, qui vraiment a apporté cette notion où on construit la connaissance sur un socle. Et il faut à un moment avoir un socle. Et la meilleure façon, c'est de l'expérimenter. Merci beaucoup Clément pour votre participation à ce MOOC et tous ces conseils sur le Radical Learning. Alors, pour en savoir plus sur tous les projets que vous mettez en place au DVIC, j'invite tous les MOOCeurs à aller consulter leur site internet dvic.devinci.fr et ainsi retrouver l'ensemble de vos projets. Merci Cora pour l'invitation.